Hello ho. J'essaie d'innover et c'est reparti pour un numéro de pêle-mêle. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait, le dernier date de décembre, hein, si je ne dis pas de bêtises. Du coup, il va y avoir pas mal de contenu, je vais quand même essayer de faire rapidement. Et on met en place un nouveau format, cette fois-ci il n'y aura pas de sujet principal. J'ai cru comprendre par rapport à vos retours que ce n'était pas forcément la bonne manière d'aborder un sujet, autant faire une vidéo à part. Et on commence tout de suite par les films qui ont retenu mon attention dès début 2022. On va commencer par le plus récent, le plus obvious, The Multiverse of Madness, la suite de Doctor Strange. Alors, quand je suis sorti du cinéma, je vous avoue avoir été mi-figue, mi-raisin, j'avais un sentiment assez mitigé, dû principalement au fait que je suis un très gros fan de WandaVision, donc la série consacrée à Wanda Maximoff et Vision. D'ailleurs, petite parenthèse, il faut impérativement avoir vu WandaVision avant de regarder The Multiverse of Madness, autrement vous vous perdrez très rapidement. Cela étant dit, on ne peut s'empêcher d'être frustré par rapport au personnage de Wanda qui, paradoxalement, est la plus grande force du film. Entre la Wanda du Multiverse of Madness et la Wanda de WandaVision, il y a un petit gouffre qui aurait pu être comblé autrement. Par exemple, peut-être soyons fous par une saison 2 de WandaVision. Évidemment, je ne peux pas vous en dire plus, sinon ça serait spoilé. Mais voilà, quand même une bonne frustration par rapport à Wanda Maximoff, qui, je le rappelle, demeure la force vivifiante de ce film. Mais il y a quand même un gros oubli, il y a quand même une sorte de grosse parenthèse, et c'est quand même rageant. Cela étant dit, c'est un bon film, voire un très bon film. Il fait peut-être partie de mon top 10 du MCU. Le meilleur film de la phase 4 derrière Eternals, évidemment. On ressent bien la patte de Sam Raimi, notamment tout ce qui est artifice horrifique, effet de mise en tension, effet de mise en suspense. Mis à part ça, la photographie, la scénographie, la cinématographie est vraiment très poussée, très aboutie. On sent que c'est personnel, tout comme Eternals d'ailleurs, et contrairement à No Way Home où malheureusement John Watts est quand même une sorte de yes man qui fait que l'on se retrouve face à un produit avec peu d'aspérité, avec peu de génie créatif. Ici, ce n'est pas le cas, ça fait vraiment plaisir à voir. Il y a quelques séquences qui sont assez extraordinaire. Il y a quand même quelques belles longueurs. Je retiens 3 arcs narratifs très réussis. Celui de Wanda qui vole la vedette à Strange, et également celui de Strange qui pourrait être dans les années à venir le héros Marvel le plus apprécié de la phase 4, ou du moins l'un des plus appréciés. Mais aussi, et c'est une surprise, celui de Christine Palmer, l'ex-femme de Strange, qui apporte une certaine dimension morale, une certaine maturité, d'autant plus quand on la met en parallèle avec le devenir et les décisions d'autres protagonistes. Vraiment une très belle surprise. Mis à part ça, les autres arcs narratifs oscillent entre passable, bâclé, voire médiocre. Le personnage de Wong, par exemple, est plutôt bien mis en avant du côté action, mais autrement, malgré son statut de sorcier suprême, il reste là pour sublimer Strange. La nouvelle protagoniste, Christina Chavez, est très attachante, elle a un potentiel, mais ça reste relativement guindé. Et puis après, on a d'autres personnages qui sont franchement bâclés. Je pense notamment au développement de Baron Mordo, que j'avais totalement oublié dans le premier film. Mais à part cela, bonne expérience, de très bonnes séquences, je le rappelle, des séquences bangers, une violence graphique visuelle qui fait plaisir à voir, peut-être le film le plus violent, le plus intense du MCU, en espérant que Marvel et Disney continuent dans cette direction. On enchaîne avec Sonic 2, les aventures du hérisson. Le premier opus était une bonne surprise, une bonne adaptation. On reste toujours dans du easy watching mêlé de fanservice qui fait plaisir. Que ça soit Sonic, Tails ou Knuckles, chaque séquence avec eux est un petit plaisir. Les séquences avec les humains, moins. Mis à part Robotnik et éventuellement son assistant, on a souvent envie de souffler, mais voilà, rien de grave. Jujutsu Kaisen 0, très bonne surprise, très bon film, jonction entre la saison 1 et la saison 2 à venir, notamment concernant l'un des personnages principaux. Notez ceci dit que la trame du film prend place avant la saison 1. L'animation, même si elle est Sakuga par endroits, je ne l'ai pas trouvée particulièrement inspirée, mais il y a quelques passages qui font plaisir à voir. L'histoire en revanche est très réussie, il y a une certaine dramaturgie, il y a une certaine tragédie qui est mise en avant et qui fait effet. Je recommande. Si Batman, j'ai beaucoup aimé. Mon Batman préféré aux côtés de The Dark Knight. Mon Bruce Wayne préféré tout court. Je trouve que Robert Pattinson apporte un certain cachet, et en termes d'écriture, il est le Bruce Wayne, le Batman le plus poussé, le plus mis en avant à mon sens, ce qui n'était pas forcément le cas des précédents volets. Ici, c'est un volet très noir, très émo aussi, vu qu'on s'attarde sur les premiers pas du Chevalier Noir. Quelques longueurs, mais rien de grave, d'autant plus qu'elles sont liées au caractère de détective, de polar, hommage au tout premier comics. On se retrouve avec une ambiance assez poisseuse entre Steven, Mindhunter, le Zodiac. C'est réussi, c'est propre. Adam à travers le temps avec Ryan Reynolds, du pur easy watching, aussitôt vu, aussitôt oublié. J'ai beaucoup aimé Ryan Reynolds, il y a quand même beaucoup de ces films qui entrent dans cette catégorie là. On débranche son cerveau, on regarde, on rigole, les effets spéciaux sont plutôt bien amenés, il y a de belles chorégraphies par un moment, mais la trame est tellement simpliste, tout est très prévisible. On ne décolle à aucun moment, mais ce n'est pas très grave, je n'en demande pas énormément à Ryan Reynolds. Petit rajout pour vous parler de The Northman, c'est un film qui est sorti donc cette semaine, film traitant de l'obsession vengeresse d'un prince nordique
nordique trahi par le passé. Alors c'est une bonne œuvre, voire une très bonne œuvre. Ceci dit, si vous n'êtes pas particulièrement versé dans tout ce qui est rituel, mythologie nordique viking, vous risquez peut-être de passer à côté. C'est en tout cas ce qui m'est arrivé. La cosmologie, la magie ancestrale a une partie très importante eu égard à l'écriture. Tout ce qui est côté guerrier, la restitution brutale de la barbarie d'alors, ça c'est très bien restitué en termes d'action. Certaines séquences marquent, la photographie est sublime. Au passage, Alexander Skarsgård signe probablement l'une de ses meilleures performances cinématographiques. Il s'agisse de la bande originale, de la scénographie, de la mise en scène, tout est maîtrisé. Seulement il y a certains aspects qui pourraient paraître burlesques si ce n'est curieux, pour peu que vous ne soyez pas pleinement immergé dans cette cosmologie viking. On enchaîne sur les séries qui ont marqué mon année 2021 avec Moon Knight, l'une de mes séries favorites aux côtés de WandaVision. Pourtant ça commençait plutôt mal, les 2 premiers épisodes sont assez contrastés, les effets spéciaux très passables notamment. On peine à entrer dans l'histoire même si le personnage et l'interprétation de Oscar Isaac ne cessent de monter en puissance. C'est à partir du 3e épisode que je suis véritablement entré dans la trame de l'œuvre et ce fut très satisfaisant, que ça soit la bande originale, l'univers dans lequel se place le film avec les dieux égyptiens, la diversité du casting qui confirme la nouvelle direction prise à l'encontre de cette phase 4. Le dernier épisode est un peu précipité, mais en termes d'effets spéciaux, en termes de chorégraphie, j'ai été agréablement surpris. On voit qu'ils ont fait un effort particulier pour ce dernier épisode, en tout cas selon moi. Il faut impérativement une saison 2 pour le coup. S'ils ne font pas de saison 2, ça va déteindre sur la qualité de la saison 1. Euphoria saison 2, peut-être encore plus sombre, plus pesant, on commence à discerner les devenirs potentiellement tragiques de certains protagonistes. Ce n'est pas recommandé à tout le monde malgré le côté très émo du fait que l'on s'arc-boute sur l'adolescence tourmentée par essence de ces petits jeunes. Mais ça fait effet, le sujet notamment sur les drogues et l'addiction qu'elles engendrent est très bien abordé. Le showrunner étant ancien addict apporte une véritable touche personnelle et intime aux différents protagonistes. La photographie, la photographie est incroyable. La lumière, la mise en scène, tout est calibré de manière assez fantastique. L'écriture, le casting également, Zendaya toujours aussi incroyable, mais les actrices et acteurs secondaires également font un très bon boulot. Foncez. La chronique des Bridgerton, saison 2. J'avais apprécié la saison 1 sans être bouleversé, clairement, mais cette saison 2, je l'ai trouvée plus travaillée, plus aboutie. J'en ai même fait un article sur Y7 Génération. Intéressant. Marie, les baguettes, et que ça saute. Les nouveaux personnages qui sont introduits sont très attachants et le développement de leurs arcs respectifs est mené de manière brillante. Et les décors sont fabuleux. Que ce soit les décors ou les costumes, c'est incroyable. On en prend plein les yeux. Désenchanté saison 4, alors peut-être la saison de trop. J'ai un peu le même ressenti que j'avais eu pour la saison 2, c'est-à-dire que la plupart des épisodes sont parfois drôles, on rigole, etc. Mais en termes de trame générale, en termes de trame de fond, on sent que ça patine, on sent que peut-être que la série a beaucoup de succès et du coup les showrunners veulent absolument prolonger la série jusqu'au bout. Et je trouve que ça a tendance à se voir. Il y a beaucoup d'épisodes qui ne servent au final à pas grand-chose. Dans la saison 3, c'était pas vraiment le cas parce qu'on découvrait une nouvelle cité, il y avait un premier idylle amoureux avec l'héroïne. Et là en fait tout est mis entre parenthèses, sauf à la toute fin où des éléments scénaristiques importants viennent apporter leur poids à une prochaine saison 5. C'est très frustrant et si la saison 5 qui s'annonce est du même acabit que la saison 4, je pense tout simplement lâcher malgré mon affect pour la princesse Tiabini. The Book of Boba Fett saison 1. Que dire. Ce qui est tragique avec cette série, c'est que les meilleurs épisodes sont des épisodes sans Boba Fett, qui est le héros principal. C'est quand même très paradoxal et c'est relativement catastrophique. Les épisodes en soi sans Boba sont très bons, voire même excellents, mais il n'y a pas Boba. Ça va pas en fait, ça va pas. En termes d'essence même, ça s'appelle The Book of Boba Fett. Si vous n'êtes pas foutu de nous rendre un personnage non seulement attachant, mais incontournable, eu égard au lore de Star Wars à venir, c'est qu'il y a un gros problème. Elite, saison 4 et saison 5, je vais faire un petit rattrapage. Pas grand chose à dire, c'est du easy watching. Le cerveau, on le prend, on le jette par la fenêtre. Du sexe, de la musique, des drogues. Vous voyez cet écœurant spectacle. Oh que oui. La scène cinéaste, un mort par semestre, toujours dans une piscine. Bon. Et c'est parti pour les mangas de l'année 2021. On commence par le plus important, comme d'habitude, One Punch Man, le tome 24. On est en plein arc de l'association des monstres. Ça commence progressivement à monter en action. On a un combat principal qui est formidable. Le cadre de l'association commence à intervenir. Il y a une dramaturgie qui s'installe, à ma grande surprise. Ce n'était pas forcément le point fort de One Punch Man, loin de là. Mais vraiment, ça fait plaisir à voir et ça conforte cette impression, que ce soit en termes de character building ou de world building. One et Yusuke Murata forment un binôme incroyable.
incroyable. Et évidemment les planches, l'agencement, le découpage, c'est incroyable, incroyable. En termes d'action pure, Yusuke Murata c'est vraiment le numéro 1. Je refuse le débat là-dessus. Au niveau des scans, on est sur la phase finale de l'arc des associations des monstres. Ça monte en puissance évidemment et ça devient encore plus haletant qu'auparavant. Il y a eu quelques passages qui ont frustré les amateurs du webcomic, sachant qu'il y a une réécriture constante qui se fait ressentir depuis l'arc de l'association des monstres. C'est une écriture assez massive qui va parfois rajouter de longs passages originaux et qui va parfois totalement remanier la psyché, la psychologie de certains personnages. Moi, vu que je suis uniquement le manga, ça ne me dérange pas du tout. Ceux qui suivent le comic, c'est vrai qu'il y a une partie qui sont plus ou moins frustrés. Tant pis. One Piece, le tome 101, alors il est bon en soi, mais tellement prévisible. Pour l'arc Wano, qui est quand même l'un des plus importants arcs de toute l'œuvre, j'aurais espéré une surprise relative, mais ce n'est pas le cas. Très classique, très frustrant également pour l'amas de personnages secondaires hors Mugiwara Team. À voir comment on va s'opérer la conclusion. Je rappelle qu'on a quand même affaire à des Yonko, des empereurs qui sont les ennemis les plus colossaux du One Piece Universe. J'espère que Oda, cette fois-ci, va faire en sorte de nous surprendre. Au niveau des scans, d'ailleurs, on est sur la toute fin de Wano. C'est assez fou ce qui s'est passé, un petit chamboulement qui a plus ou moins divisé la communauté à un moment donné, mais je pense qu'elle va vite fusionner à nouveau. On voit que Oda essaie de respecter au maximum la puissance des Yonko. À voir. My Hero Academia, les tomes 31 et 32, on est sur le nouvel arc et l'arc final, oui. Malheureusement, My Hero Academia amorce déjà sa phase finale, qui va durer quand même un certain temps, mais ça reste l'arc final. Ça a été annoncé par Koei Horikoshi. Et les débuts de cet arc sont plutôt prometteurs, on a quelques surprises, on a du développement qui s'oriente vers une tragédie plus ou moins poussée. Quant au scan, évidemment, c'est plus poussé dans l'histoire. On est peut-être aux 3/4 de l'arc final désormais. On a eu le droit à de très bons passages, quelques déceptions également. My Hero Academia reste relativement classique, même si on sent une volonté de Koei Horikoshi à faire monter la dramaturgie le plus possible, mais dans l'ensemble ça reste viable. Gintama, les tomes 71-62, on est toujours sur l'arc final, toujours de très bons passages, une dramaturgie qui, pour le coup, elle est là, il y a des morts relativement importantes, toujours l'humour qui se fait une place de temps à autre, plus que 4 tomes il me semble, et ce sera la fin de Gintama. Black Butler, le tome 31, qui fait cette fois-ci la part belle à Ranmao, redoutable Ranmao, prête à tout pour le succès de la mission. Son binôme avec Mai fonctionne très bien et j'espère les revoir ensemble par la suite. Et on commence à opérer un shift vers les personnages de Baldroy et Law, avec notamment une origin story de Baldroy qui risque d'être très intéressante. Dans l'ensemble, Black Butler, tu sais qu'à chaque fois que tu lis le tome, ça va être une expérience agréable et c'est à nouveau le cas. Hajime no Ippo, les tomes 121 et 122, la nouvelle phase qui se déroule sous nos yeux s'ébahit continue et risque de se prolonger un bon moment. C'est un risque certain qu'a pris George Morikawa, mais pour l'heure je le soutiens à 100%. On voit que le développement psychologique des différents protagonistes lui tient beaucoup à cœur et il me tarde de voir comment Hippo mais aussi tous les autres protagonistes qui sont mis en avant de manière spectaculaire dans l'œuvre vont se débrouiller. Pour l'heure, que ça soit les tomes ou les scans, qui sont quand même pas mal avancés par rapport à l'apparition française et qui nous ont donné des combats vraiment... Lisez Hajime no Ippo. Jojo Lion, les tomes 23-24, on commence à entrer dans la phase finale avec le Némésis principal qui fait son apparition. J'espère que les différents éléments scénaristiques qui rattachent Jojo Lion à Steel Ball Run vont être explicités comme il faut. Il y a quand même quelques mystères qui sont toujours là, qu'il va falloir vraiment étoffer et nous expliquer. Mis à part ça, ça reste du JoJo's, donc voilà, c'est très créatif, c'est très sympathique à suivre. Parfois confus, parfois brouillon, c'est pour ça que je préfère l'anime en général, parce qu'il arrive à clarifier le découpage. Mais voilà, de bons tomes et une belle emphase sur une romance qui n'avait jamais été vraiment développée jusqu'alors entre le personnage principal et un personnage secondaire que je trouve très belle, que je trouve très touchante. J'ai hâte de voir comment tout cela va se conclure. À suivre. Boruto, le tome 13, on commence à approcher de la fin de l'arc Kara. C'est toujours aussi bon, on a du suspense, on a de la tension, on a éventuellement une tragédie qui s'apprête à prendre en place ou non. Quant au scan, ce qui est frustrant, c'est que la parution mensuelle fait qu'on a l'impression vraiment que l'aventure est très lente, d'autant plus que Miko Ikimoto et désormais Masashi Kishimoto, vu qu'il a pris la relève au niveau scénaristique, prennent leur temps, mais voilà, les scans sont très prometteurs à voir. Dragon Ball Super, le tome 16, on est en plein début du nouvel arc qui pour l'heure s'annonce prometteur. On a un nouveau personnage assez tragique qui fait office, alors pas forcément de anti-héros, mais c'est un méchant très original dans la mesure où il a quand même un bon fond, ou du moins il est torturé et on peut relativement comprendre pourquoi il agit comme ça. Toujours un bon focus sur Vegeta comme d'habitude. Goku m'apparaît moins abruti, moins enfant que lors des précédents arcs, mais avis que Toyotaro et Akira Toriyama ont pris en compte les retours
retour, eu égard à cette stupidité relative de Goku qui parfois effectivement pouvait paraître insupportable. Autrement, je note un art du découpage, un art des chorégraphies, une lisibilité qui ne fait que se bonifier au gré des volumes. On sent que le maître en la matière, Akira Toriyama, distille de très précieux conseils à son apprenti. Vinland Saga, le tome 25. Alors Vinland Saga, c'est un tome tous les ans, un tome tous les 1 an et demi, mais ça me va parfaitement. Le rythme est très lent, le rythme prend son temps, d'autant plus qu'on est sur un arc de la maturité, probablement l'arc final. Et ce qui fait plaisir à voir dans cette œuvre, c'est de réaliser à quel point la trame, à quel point la plume de l'auteur est maîtrisée et sereine. On sent bien qu'il a imaginé la fin depuis un bon moment. Lentement mais sûrement, le Viking fait son nid. Et il est temps d'aborder les animes qui ont marqué cette année 2022 pour l'heure. On commence par la révélation de cette année, Spy X Family. C'est non seulement drôle, mais très mignon, très adorable. Le personnage de Anya notamment est un trésor d'amour. La réalisation est très clean. La bande originale, pas forcément mémorable, mais de qualité. Pour l'heure, on a eu 5 épisodes et de bons rebondissements. Déjà un début de développement pour les 3 protagonistes principaux. Un petit bijou de divertissement et d'amour. Boruto, alors là on est sur un arc très long qui en exaspère plus d'un. Pas forcément moi, je fais partie des premiers amateurs de Boruto et je suis habitué à ce rythme très lent, qui est notamment dû au fait que l'œuvre est sur un rythme mensuel. L'anime, lui, est sur un rythme hebdomadaire, donc forcément, à un moment donné, si rien n'est fait, il va finir par rattraper le manga. Et dans ce cas-là, soit on passe à un format saisonnier, soit on fait en sorte de faire un format fleuve de qualité. Et je considère que c'est le cas de Boruto. Pour vous dire, les arcs hors papier sont tellement importants, sont tellement consistants, qui sont par la suite considérés comme canon à la version papier. Là pour l'heure, j'apprécie cet arc. Effectivement, il y a quand même quelques grosses longueurs, mais on a eu de la dramaturgie, pas forcément maîtrisée d'ailleurs, mais je fais confiance au studio Pierrot pour réussir dans les moments les plus importants. Même si encore une fois, là il y avait un moment important et... Cela étant dit, pour moi, Boruto, c'est l'anime fleuve le plus réussi ever. Il n'y a même pas de concurrence. One Piece, en comparaison, il y a... Non, juste non. D'ailleurs, en parlant de One Piece, alors en soi, je regarde quasiment plus l'anime, ou vraiment très rapidement en filigrane, le rythme est d'une lenteur abominable, mais cela dit, parfois, la Toei fait une exception, et cette exception, en l'occurrence, l'épisode 1015 est incroyable, je pèse mes mots. L'un des meilleurs épisodes de l'anime One Piece, la scénographie, la bande originale, les différents moments Sakuga, la substance, la créativité, là pour le coup, la version papier est sublimée, mais fois 1000. Qu'importe que vous ne suiviez pas l'anime, cet épisode 1015 est à voir absolument. D'ailleurs, en parlant de qualité Sakuga et de sublimation du support papier, Kimetsu no Yaiba saison 2, peut-être pour l'heure le meilleur anime de l'année 2022. Pour vous dire, il n'y a aucun défaut à faire transparaître. La musique, les protagonistes, la scénographie, l'animation, incroyable, mais incroyable. Ufotable arrive tellement bien à manier les séquences 2D et les séquences 3D, c'est fulmineux, c'est fou. J'ai vraiment passé parmi mes meilleurs moments sur 2022, mais aussi sur l'année 2021, vu que Kimetsu no Yaiba a commencé fin 2021. C'est tout simplement fou, et pour le coup, je ne regrette pas du tout de ne pas avoir lu le manga, dans la mesure où tout le monde, dont les lectrices et lecteurs de l'œuvre papier, s'accordent pour dire que l'anime sublime à tous les égards la version papier. Shaman King, la saison 2, qui s'est terminée. Alors Shaman King, comment dire, au niveau nostalgique, moi j'en ai pris plein la tête, j'ai adoré. Après, il est vrai que l'animation est pas médiocre, mais elle est correcte. Pour tout vous dire, il n'y a quasiment aucun passage Sakuga, si ce n'est aucun instant Sakuga tout court, peut-être le dernier épisode, mais moi, en fait, mes attentes pour Shaman King, elles n'étaient pas vraiment hyper élevées. Je voulais juste une adaptation fidèle de la version papier, ce que j'ai eu. On sent quand même que les animateurs ont eu à cœur de retranscrire le plus fidèlement possible les aventures de Yo, Ren et ses amis. Pour ma part, j'ai ressenti leur flamme, j'ai ressenti leur envie de bien faire. Alors oui, il y a énormément de passages de rushés, oui, ils auraient pu faire un effort d'adaptation en enrichissant certains passages qui étaient trop amoindris sur la version papier. On aurait pu avoir de nouvelles séquences, ce qui n'est pas le cas, c'est vraiment une adaptation très stricto sensu, pour le meilleur et pour le pire. Mais voilà, moi tout ce que je voulais, de toute façon, c'était une adaptation de la version papier, sans HS, sans fin originale. Apparemment, on va avoir le droit à la suite de The Shaman King Flowers. J'ai pas lu la version papier, donc je pense que je serai de l'aventure. Et voilà, comme je vous ai dit, je veux pas du Sakuga forcément pour Shaman King, ça fait partie de mon adolescence, ça fait partie de ces animes auxquels je ne vais pas demander non plus des efforts incroyables en termes d'animation. Contrairement à One Punch Man et sa saison 2, Shingeki no Kyojin, la saison 4, qui s'éternise
Donc là on a eu la fin de la partie 2, on a appris qu'une partie 3 allait faire son apparition l'année prochaine il me semble. En soi ça fait une bonne partie 2, je l'ai trouvé meilleure que la partie 1, on sent quand même que Mappa a eu plus de temps en termes d'adaptation, et il y a eu plus de maîtrise, il y a plus de passages Sakuga, la scénographie est mieux maîtrisée, j'ai trouvé parfois que ça sublimait la version papier, donc c'est une bonne chose. Mais voilà, c'est quand même très frustrant s'apercevoir que depuis le début, cette saison 4, en réalité aurait dû être saison 4, saison 5 et saison 6. C'est frustrant, frustrant, frustrant. Agretsuko, saison 4, alors toujours aussi sympathique, les déboires de la vie professionnelle sont bien restitués, même si là, forcément, on est à la saison 4, donc c'est moins mis en avant, on est plus axé sur les déboires émotionnels, psychiques de certains protagonistes, Retsuko évidemment, mais aussi le chef Ton qui ne cesse de prendre en affect au fil des saisons, et là vraiment c'était magnifique. Aida c'est limite l'inverse, mais c'est bien fait, les aspérités sont bien mises en avant, sont bien illustrées, un petit retour de Tadako qui fait plaisir, très bonne saison 4. J'ai commencé Ultraman la saison 1, alors la 3D est hideuse, mais en termes de trame, en termes de personnages, ça se laisse voir. Il y a un effort de bien faire qui se fait voir, c'est juste qu'au niveau budget, clairement, la 3D peut être géniale, on l'a vu avec Arcane, mais là c'est une 3D qui est... Pokémon alors commence à s'approcher d'un arc qui est assez incroyable, les championnats mondiaux, donc on approche de la phase finale de ce championnat. C'est assez fou, surtout quand on a vu la saison 1 quand on était gamin, donc c'est Sacha, ce gosse de 10 ans éternel, qui à chaque fois, à chaque combat très important, n'a cessé de perdre, ce qui était très frustrant pour les enfants et les adolescents en nous. Ce n'est que récemment que Sacha, à force de persévérer, a enfin réussi à passer, je vais pas spoiler, mais bon, il y a un moment donné, c'est bon, hein, il y arrive. Et là, à voir, est-ce que ça va se confirmer ou pas, il va quand même avoir affaire à des ténors particulièrement illustres de Pokémon, toutes générations confondues, ça s'annonce lourd. Côté musique, alors là en ce moment je suis à fond sur Out of Time de The Weeknd. Out of Time. Le clip avec K-On est sublime et la musique est hypnotisante. En général, quand j'écoute une musique en boucle, elle tient pas plus d'une semaine et c'est fini. Là, ça fait quand même plus d'un mois que j'arrête pas de l'écouter en boucle et je suis toujours pas lassé. Vraiment, J'ai beaucoup aimé également Gold de Flo, la musique du dernier opening de Boruto. Très sympa, très punchy, très dynamique. Akuma no Ko de Higuchi Ai. Là, cette fois-ci, on est sur le ending de la deuxième partie de la saison 4 de Shingeki no Kyojin. Très sympa, très easy listening, très slow track. J'aime beaucoup. Freaky Dicky de Doja Cat. J'aime beaucoup Doja Cat. Au niveau documentaire, je retiens Human Nature. Il était dispo sur Netflix, malheureusement, il n'est plus dispo. Ça parle notamment de la technologie de modification génétique CRISPR, la protéine Cas9, donc c'est du jargon scientifique qui peut être difficile à assimiler. Moi-même pourtant qui suis plus ou moins passionné du sujet depuis maintenant quelques années, j'ai encore du mal à assimiler le jargon. Retenez simplement que c'est une technique de modification génétique de la séquence ADN qui a été introduite, je crois, dans les années 2011-2013, donc très récente, une technologie qui peut être généralisée très rapidement. Le documentaire date de 2017, mais on voit déjà que de gros progrès ont été faits, et pour vous dire, en fait, le champ d'application est assez incroyable. Si on parvient à modifier génétiquement le génome humain, par définition, ça voudrait dire qu'on pourrait être capable d'éradiquer des maladies telles que Alzheimer, le diabète, le cancer, mais aussi faire en sorte de modifier par exemple les cellules responsables du vieillissement cellulaire sans chambouler la structure génétique, la programmation génétique. Grosso modo, ça voudrait dire qu'on pourrait potentiellement être capable de vivre beaucoup plus longtemps qu'actuellement en bien meilleure santé. Imaginez être littéralement capable de rajeunir de plusieurs décennies en arrière. C'est vraiment fou que ça soit au niveau humain, au niveau aussi des animaux, au niveau végétal également, par exemple du maïs qui pourrait résister aux OGM. Après moi je vois surtout le positif, mais évidemment il peut y avoir du négatif parce qu'on est en plein eugénisme. S'il n'y a pas de barrière éthique et morale, on pourrait avoir des parents qui voudraient éditer leur enfant de A à Z pour qu'il ait tel et tel critère, pour qu'il ait un QI très élevé. Encore une fois, il y a de très bons aspects là-dedans. Admettons quelqu'un qui a une maladie génétique, qui ne veut pas que son enfant en soit affecté, il pourrait en être capable par la suite de l'imposer au génome de son enfant via la technologie CRISPR. Mais oui, on pourrait avoir des débordements très importants en termes de super humains notamment. Mais bon, je préfère voir le positif, et le positif pour moi est quand même très puissant. Après oui, il y a une problématique qui est la surpopulation mondiale. J'ai confiance en l'être humain.
Enfin, on va conclure par les jeux. Je m'apprête à boucler Légende d'Arceus. J'ai plutôt aimé au final. Alors les graphismes, c'est pas du tout ça, effectivement. Mais en termes de nouvelles mécaniques apportées, c'est très dynamique. J'ai pris du plaisir, contrairement à Épée Bouclier où c'est bien plus guindé et puis le open world est pas organique du tout. Les extensions sont bien mieux maniées, ceci étant dit, que ce soit Couronnège ou Isole Armure. Là, c'est vraiment un gros pas en avant qui a été accompli. On n'est toujours pas sur un open world, c'est un open world qui est scindé, mais on ressent du plaisir à évoluer dans ce monde de Pokémon. Il me tarde de voir à quoi ressemblera la prochaine génération. Si elle s'inspire de Légende d'Arceus et fait en sorte de peaufiner l'aspect graphique, mais aussi en introduisant des fonctions qui ont été oubliées ici, par exemple la possibilité de se promener avec son Pokémon, il y a moyen de faire très très mal. Breath of the Wild, alors l'un de mes meilleurs jeux ever. Ce jeu est incroyable, ce jeu est vraiment, il se rapproche de la perfection à un point qui me renverse. C'est un plaisir tellement absolu d'évoluer dans Hyrule. J'attends d'uploader toutes mes vidéos avant d'affronter Ganon. Ce jeu est incroyable. Je pense que je ferai une vidéo solo sur ce jeu-là tellement il est fou. Waouh! Mis à part ça, au niveau mobile, je suis toujours sur les 4 mêmes jeux. Mario Kart Tour, Pocket Camp, Pokémon Masters, Pokémon Go. Vraiment de très bons jeux, je passe l'essentiel de mon temps quand c'est dehors ou même chez moi sur ces jeux-là en particulier. De très bons free-to-play, parfois je craque en payant un peu mais c'est pas vraiment énorme donc ça va. J'ai pas à me justifier. J'ai l'impression que je suis en garde à vue. J'ai pas à me justifier. Et voilà. Ce sera tout pour moi, ça aura été une longue vidéo, surtout un long montage qui s'annonce. Je vous fais de gros bisous, ciao ciao.